Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et aujourd'hui, un bachelier professionnel sur 2 parvient à s'insérer dans l'emploi dans l'année suivant l'obtention de son diplôme. Dès lors, une nécessité pour le gouvernement de réformer le fonctionnement du lycée professionnel. Présenté aujourd'hui lors du déplacement d'Emmanuel Macron à Saintes, lors d'une mesure phare du programme, concerne l'adaptation des offres de formation aux besoins de l'emploi. Certaines formations sont en sursis, Philippe. Oui, comme celle de gestion de secrétariat qui offre moins de débouchés et qui risque d'être supprimée. Emmanuel Macron souhaite se tourner vers les formations dans les métiers d'avenir et ceux en tension, avec pour objectif d'aller vers 100% d'insertion professionnelle. Alors est-ce que pour vous c'est une bonne chose de supprimer les filières qui offrent pas ou peu de débouchés et en promouvoir celles qui en offrent? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler, notre invitée Nadia Alran est avec nous, secrétaire départementale de SE UNSA, syndicat d'enseignement. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, enfin je dirais plutôt bonsoir à cette heure-ci. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans les Pyrénées-Orientales. Ces filières, Philippe Bilger, qui aujourd'hui peuvent mourir de leur belle mort parce que finalement il y a plus d'issue. À un moment donné, il faut supprimer les subventions, les formations, tout ça. Je serais là-dessus, Cécile, d'autant plus prudent que ma réaction naturelle me pousserait à répondre rapidement, affirmativement à votre question. Je me souviens de mai 68 où on considérait que une multitude de sociologues ou de psychologues avaient nourri les troupes intellectuelles de mai 68. Mais à la fois, je pense qu'en effet, il y a probablement des filières qui sont condamnées à l'impasse, mais il me semble qu'on a toujours eu en France une répugnance pour faire travailler ensemble l'université, les filières professionnelles avec les entreprises. Et je serais curieux d'entendre tout à l'heure notre invité qui pourra nous expliquer pourquoi il y a cette répugnance à l'idée de faire une sorte de cohérence entre ce dont la France a besoin et ce que l'université ou la filière peut produire. Oui. Moi, je suis extrêmement rétive à cette idée-là parce que vous mettez le doigt dans un engrenage et vous savez pas jusqu'où il va. C'est-à-dire que on devient donc, les étudiants deviennent donc des objets, des sujets chargés uniquement d'être orientés dans ce qui peut servir le pays. Honnêtement, si vous poussez jusqu'au bout la logique, c'est totalement orwellien. Moi, je crois qu'on peut avoir des vocations. Il est de bon ton de se moquer des sociologues, des psychologues, mais oui, bien sûr, cette folie générale qui consiste en plus, en règle générale, à favoriser les sciences dures, ce qu'on appelle les sciences dures, parce que c'est exactement ce dont parle Emmanuel Macron, contre les sciences humaines. Moi, je pense que nous rentrons dans un moment, justement, où on a encore plus besoin des sciences humaines. Je pense qu'on peut avoir une vocation à être sociologue. Je pense qu'on peut avoir une vocation à être ethnologue. Moi, j'ai une amie qui est ethnologue de la justice, qui travaille, vous la connaissez peut-être d'ailleurs, qui travaille sur la vérité qui apparaît lors d'un procès. Mais c'est très important pour moi d'avoir un chercheur ou une chercheuse qui travaille sur ces questions-là. Donc tout n'est pas monnayable, marketable, en sonnant, trébuchant, en sciences dures. Et je suis assez inquiète. Je ne rechigne pas du tout à ce que les entreprises travaillent avec les universités, mais je suis assez inquiète de cette pente qui consiste à faire coller l'enseignement aux besoins du pays. Si vous poussez au maximum au paroxysme, vous voyez ce que ça donne. Eh bien, moi, ça ne me convient pas. Ouais, d'accord, mais en même temps, ça commence à bien faire tous ces jeunes qui sont envoyés dans des filières sans aucun débouché, parce que quand on est jeune et qu'on suit une filière sans débouché, eh ben on se construit pas et on se retrouve sur le marché de l'emploi. Oui, il peut y en avoir, mais la tendance, c'est quand même ça. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a un vrai sujet, une vraie carence en France, c'est l'orientation. Ah oui, j'allais en parler. En amont, qu'il y a des filières qui marchent ou qui marchent pas, soit. Mais en amont, il y a un vrai travail parce qu'on n'est pas capable d'avoir des vrais professionnels qui vous accompagnent. J'ai des témoignages par centaines de jeunes qui te disent, après être allés dans une filière, en fait, on m'a mis là parce que j'ai été comme ci, comme ça. Donc, on m'a dit, tu feras du secrétariat, tu feras de la compta, tu feras de l'agricole, etc. Il y a des gens qui n'avaient pas de conditions, par exemple. Oui, mais il y a surtout des gens et il y a surtout des personnes qui n'ont pas
possibilité de choisir, d'instruire quelle est la vraie bonne orientation en fonction de ce que je suis et de ce que je veux les faire. individus ne doivent pas servir comme des moyens à la nation. C'est ce que je dis simplement. Ah oui, on est d'accord. Voilà, c'est ça, c'est pas possible. La question qu'il faut se poser peut-être, c'est sur l'orientation. Vous avez raison, Pierre-Yves, on va revenir avec notre invité, c'est de dire est-ce que finalement les conseillers d'orientation connaissent tous les métiers qui existent? Parce qu'il y a tellement pléthore de métiers et d'expertise. On va poser cette question à Nadia Alran, justement sur ces problèmes d'orientation avant de rentrer dans les filières. Est-ce que la formation est suffisamment suffisante de ces conseillers d'orientation pour emmener ceux qui ne savent pas trop quoi faire, connaissent pas trop leur expertise dans les bonnes filières? Alors, sur les travers, sur l'avant-bac, l'avant-moment où l'élève va sortir avec son bac en poche et ne va pas réussir à trouver du travail, effectivement, on a des gros problèmes systémiques, échec scolaire, décrochage scolaire, valorisation des parcours professionnels, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai quitté l'école il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on me disait que faire maçonnerie, c'était pas bien, faire économisation, c'était pas bien, il n'y avait pas de débouché. Si tu travailles pas, tu seras bouché, par exemple. Les filières d'excellence dans l'opinion publique dans notre pays restent toujours les mêmes. Il n'y a rien qui a bougé en 50 ou 60 ans. Ça, c'est un vrai problème et c'est un débat à part entière. On pourrait faire 3 émissions dessus. C'est vrai. Et oui, l'orientation est mal faite parce qu'on ne part pas réellement des talents de nos élèves, parce qu'ils ont tous des talents non révélés, non reconnus et pas nécessairement mis en lumière par les parcours scolaires normés, ordinaires de l'institution scolaire qui a beaucoup de choses à travailler par ailleurs. Et au SEISA, on est très impliqué là-dessus. On a donné beaucoup d'orientation dans toutes les rencontres avec le ministère de l'Éducation nationale depuis plusieurs années et ça bouge très très peu. Mais sur la question du jour, le SEISA n'est pas du tout contre l'évolution des cartes de formation. Elle est nécessaire. Par contre, il y a des écueils à éviter. Je rejoins certaines choses qui ont été dites. Nous ne souhaitons pas que la révision soit faite uniquement en fonction du tissu économique local. Ouf, j'ai eu peur, merci. Ça m'a fait peur. Oui, parce que ça limite la mobilité de nos élèves. Si on construit les filières d'un LP en fonction de localement ce qui fonctionne, de l'industrie, de l'agriculture, etc., peu importe, ça veut dire qu'on conçoit que nos élèves ont pour projet de rester là où ils ont étudié, là où ils ont grandi, toute leur vie. Alors qu'un parcours professionnalisant, qualifiant, ça doit permettre aussi à nos élèves, lorsqu'ils rentrent dans la vie active, de pouvoir travailler ailleurs, voire à l'international. Donc ça, c'est vraiment le premier écueil à éviter. Deuxième écueil, c'est qu'on risque de laisser de côté les lycées professionnels qui sont en marge des territoires les plus dynamiques sur le plan économique, alors que juste à côté, à quelques dizaines de kilomètres, il y aurait un LP avec des filières plus attractives et ça crée un effet de concurrence. Et comme l'orientation, vous l'avez dit, n'est pas super bien faite, alors c'est un problème de moyens, c'est toujours pareil. Alors je sais que c'est redondant chez les syndicats de parler de moyens, mais c'est le nerf de la guerre, on n'y peut rien. Donc ça aussi, c'est assez problématique. Après, il y a un problème de personnel d'enseignement. Si on modifie la carte des formations pour qu'elle soit mieux adaptée au monde du travail, aux besoins du monde du travail, à des filières qui ont évolué, ça veut dire qu'on a des professeurs qui vont se retrouver affectés sur un site, sur une certaine discipline, qui ne pourront plus exercer dans leur discipline. Et là-dessus, il faut qu'il y ait une reconversion qui s'engage. Et notre ministère n'a pas mis les moyens nécessaires à un moment donné, quand la question s'est posée. Ça avait déjà été fait par Jean-Michel Blanquer sur les filières gestion administration. Les moyens à mettre en œuvre pour que les professeurs puissent se réadapter avec d'autres disciplines n'ont pas été mis, les moyens nécessaires n'ont pas été accordés, donc c'est très complexe. Vous avez une orientation qui s'est mal passée ou qui s'est bien passée pour vous ou vos enfants. On vous attend au 0826 300 300. Est-ce que le lycée professionnel n'est pas finalement l'enfant pauvre de l'éducation nationale? Finalement, on a toujours tendance à dire le lycée professionnel, oui, c'est pour les losers, mais à un moment donné, il va falloir aussi arrêter de dire ça, non? Mais sauf que c'est plus du tout la réalité. C'est pour ça, je vous le dis. Il y a certains chiffres, mais moi je pense qu'effectivement, comme ça a été dit, il y a des élèves qui subissent leur orientation. Ce n'est pas une orientation choisie, mais on a quand même aujourd'hui sur le marché du travail des grosses carences dans certains secteurs d'activité. Et il y a une sonnette d'alarme qui est tirée parce que, alors après, il faudrait aussi qu'on parle de la valeur travail dans notre pays. Est-ce que dans certains secteurs d'activité, on n'arrive pas à recruter parce qu'il y a de la pénibilité et aujourd'hui, les jeunes n'ont plus envie de se diriger vers ces secteurs? Ça, c'est la réalité. Moi, je vis dans les Pyrénées-Orientales, le gros secteur de tourisme. Il faut des cuisiniers, il faut des serveurs, il faut des personnes qui font des filières de l'hôtellerie.
je ne sais pas si les filières de l'hôtellerie, aujourd'hui, elles font vraiment rêver les enfants qui sont en 3e. Parce que c'est les conditions de travail. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont les conditions de rémunération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve dans une carence et dans un désert pour remplir les offres d'emploi, parce que pendant des années, il y a une grande majorité de patrons d'hôtellerie qui ont complètement déconné, si je puis m'exprimer ainsi, avec les horaires de travail et les salaires. Et quel avenir de progression? Vous êtes chef de rang, ok, d'accord, toute une vie, vous finissez à 60 ans cassé, vous avez amélioré votre salaire avec les pourboires, and so what? Non, c'est pas sérieux. Vous avez posé, Cécile, une question que je voulais formuler, parce que j'ai connu une période où, évidemment, les parents, lorsqu'ils avaient le choix, préféraient envoyer leurs enfants dans une filière non matérielle, non professionnelle, où ils échoueraient, plutôt que de leur donner une filière professionnelle où ils réussiraient. Donc, si je comprends bien, vous pensez que ça a complètement changé aujourd'hui, que l'état d'esprit n'est plus le même. Je crois pas. Non. Moi, j'ai eu une maman d'élève, d'un élève de CE2 l'année dernière. CE2, on a 8 ans, qui a dit à son fils comme une menace, mais regarde, si tu ne travailles pas assez bien à l'école, tu vas devenir maçon comme ton oncle. Et c'était une menace dans sa bouche. Alors qu'aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui sont dans le BTP, il n'y a pas de problème d'emploi, il n'y a pas de problème de chômage. Il y a toujours eu en France un racisme dévalorisation du travail manuel. Toute l'élite fonctionne de la même manière. Écoutez, on l'a opposé à l'intellectuel. Bien sûr, mais en Italie c'est pareil. Écoutez, il y a un problème de l'élite et de ce qui n'appartiendrait pas à l'élite. Moi, j'ai un copain qui est prof d'université à Sienne et dont le fils un jour a atterré toute la famille en disant papa, maman, je vais être menuisier. Alors là, ça a été le drame pendant 6 mois. Et ben, il est devenu menuisier, ébéniste, il est super heureux. Les parents aussi. Vous savez, on a reçu un orfèvre ici. Il y en a 5 en France. Et il a dit j'ai du travail jusqu'en 2034. 0826 300 300. Olivier qui nous appelle des Yvelines. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Une réaction. Alors, entendez-vous bien? Oui, alors 2 points, je vais être rapide, il faut que je synthétise. D'une part, je suis assez surpris par ce côté utilitariste dans une société qui change beaucoup. Entre le moment où on identifie un besoin et le moment où on peut mettre sur le marché des gens compétents pour y répondre, je suis déjà assez dubitatif sur cette question-là. Et puis le deuxième point de réflexion, on a fait des erreurs stratégiques assez majeures en France sur des sujets de plus haut niveau. Par exemple, on a arrêté complètement les recherches dans le monde du numérique au moment où on nous expliquait que Minitel c'était l'avenir, et on se retrouve aujourd'hui avec des décisions utilitaires qui ont été prises à l'époque avec des fonds qui ont été coupés sur des recherches très stratégiques parce que à haut niveau on avait décidé que c'était pas utile, et aujourd'hui on se retrouve planté sur ces sujets-là. Ouais. 0826 300 300, bougez pas Olivier. Sandrine est avec nous, elle veut réagir aussi. Sandrine. Non, moi je voulais réagir que au niveau de la filière professionnelle, personnellement je trouve que ça n'a pas, le regard n'a toujours pas changé, quoi. Je veux dire, moi j'ai mon fils actuellement qui a 17 ans et au niveau de l'orientation c'était toujours pareil. Vous aviez les profs, si tu travailles pas bien, tu vas aller en filière professionnelle, tout ça. Enfin, il y a toujours ce regard négatif, sur la filière professionnelle. Alors que moi ça m'aurait pas dérangé que mon fils soit boucher, même il aurait mieux gagné sa vie. Mais on est toujours axé sur les services, sur le tertiaire, sur le tourisme, sur voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on dévalorise les élèves et puis après, il y a la pénibilité aussi dans le bâtiment. Un maçon, il va travailler pour, moi je parle dans le Cantal, pour 1 400 €, au bout de 20 ans de carrière, il sera toujours à 1 400 €, il travaille qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, enfin voilà, ça n'attire pas les jeunes, quoi. C'est sûr que... C'est normal, c'est normal. Voilà. Le problème, c'est pas le travail à la base, c'est de pouvoir avoir une évolution, c'est ça qui est intéressant. C'est le salaire, sur les salaires. Et la considération qu'on a pour les métiers. Et la considération qu'on a pour les métiers, vous avez bien raison de le dire, bien entendu, Philippe Bilger. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous, merci en tout cas de nous avoir suivis. J'ai perdu le nom de Nadia Alran, secrétaire départementale du SEUNSA, syndicat d'enseignants dans les Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup Sandrine et merci beaucoup de nous appeler. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. À tout de suite.